Mes chers collègues qui sont présents ce matin et présentes, mesdames les présidentes, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus assister à cette table ronde que la délégation aux droits des femmes organise à l'occasion de la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, 2 jours après la date du 6 février retenue par l'ONU. Comme vous le pouvez l'imaginer, le sujet des violences faites aux femmes est pour la délégation aux droits des femmes du Sénat, que j'ai l'honneur de présider, une préoccupation majeure. Cette année, en lien avec l'actualité, avec l'annonce du projet de loi portant spécifiquement sur ces questions, c'est même pour nous le sujet. Nous y consacrons toutes nos réunions depuis la rentrée parlementaire d'octobre. Entre toutes les violences faites aux femmes, la question des mutilations sexuelles occupe une place particulière, car elle touche à la fois aux droits fondamentaux des femmes, mais bien évidemment aussi à ceux des enfants. Nous le confirmerons ou nous l'infirmerons. Pour faire le point sur ces questions, nous avons ce matin auprès de nous des intervenants divers, acteurs de terrain, que je remercie de s'être rendus disponibles pour cette réunion et d'avoir affronté des trottoirs glissants ou une circulation difficile. Je vais tout de suite laisser la parole maintenant, puisque nous avons un homme à notre table, et je vous remercie d'être présent. Donc j'accueille Monsieur Morissanda Kouyaté, expert auprès des Nations Unies et directeur exécutif du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Merci bien évidemment d'être là, monsieur, pour renforcer la dimension internationale de nos débats. L'ONU a inscrit un objectif très ambitieux à l'échéance de 2030 pour éliminer totalement les mutilations génitales féminines. C'est très très ambitieux. Sachant que ces pratiques existent dans 30 pays et que l'on compte 200 millions de victimes dans le monde, dont 44 millions ont moins de 15 ans. Pensez-vous possible d'atteindre cet objectif à l'horizon 2030, cher monsieur? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de remercier sincèrement le Sénat français et à travers vous, Madame Billon, puisque ce n'est pas évident que l'on se retrouve dans des instances aussi élevées que le Sénat pour parler de mutilation génitale féminine, alors que ça devrait être cela partout ailleurs. Je voudrais aussi vous remercier pour le petit déjeuner dans la salle Napoléon, et puis ici dans la salle Clémenceau. J'espère un jour que j'aurai l'avantage et l'honneur de vous inviter à dîner chez moi, dans la salle Alpha Yaya, Samori, Zebila Toba, Dina Salifou, ou alors à Addis Abeba, dans la salle Mandela, parce que la lutte doit être partout la même. Ceci dit, je voudrais d'abord dire que nous célébrons le 6 février. Et je suis très heureux d'être à la tête comme directeur exécutif du comité interafricain, notre comité qui a été créé en 1984 à Dakar et qui regroupe aujourd'hui 29 pays africains et 19 pays non africains, dont le Japon, la France, l'Europe en général, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Et c'est aussi une fierté de voir que c'est en 2003 que le comité interafricain a organisé à Addis Abeba la conférence zéro tolérance aux mutilations génitales féminines, et à l'issue de laquelle nous avions demandé aux premières dames d'Afrique de proclamer et de demander aux Nations Unies de proclamer le 6 février comme la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Et 6 février qui est d'ailleurs la date de naissance du comité interafricain. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que tous les 6 février, le monde entier vibre à cette date contre les mutilations génitales féminines. Et nous souhaiterions
que cela cesse le plus tôt possible. Parce que ça va cesser lorsqu'il n'y aura plus de mutilation génitale féminine. Et vous l'avez dit, Madame la Présidente, l'ONU fixe cela à l'horizon 2030. Je vais y revenir. J'ai aussi entendu beaucoup de termes assez intéressants. Nous sommes dans un domaine extrêmement difficile, un terrain miné, sur lequel les mots ont leur sens. Et quand nous parlons de culture, cela n'a absolument plus rien à voir avec les mutilations génitales féminines. Couper les filles, leur enlever leurs organes génitaux avec des couteaux, avec des instruments improvisés qui tombent sous la main des exciseuses, cela ne pourrait jamais être culturel, car la culture est éminemment positive. Ce sont des valeurs qu'un peuple ou un groupe d'individus cultive et peut même vendre au reste du monde de positif. Donc ce n'est pas culturel, c'est traditionnel. Et c'est justement autour de ces mots comme culture où ceux qui ne veulent pas que les mutilations génitales féminines cessent se cachent pour dire voilà, on veut nous déculturer, on veut nous acculturer, on veut changer notre culture. L'Occident veut venir changer la culture des Africains. Ce sont des pièges. Donc, d'abord, ce n'est pas culturel, ce sont des traditions. Il y a des mauvaises traditions en Afrique, ailleurs. Il y a des mauvaises traditions en France. Ici, en Europe, partout. Aux États-Unis, il y a des mauvaises traditions. Donc, nous identifions les mutilations génitales féminines comme étant une mauvaise tradition. Et ce n'est même pas que africain. Comme l'a dit tout à l'heure mon amie Isabelle, il y en a en Indonésie. Il y en a dans le Kurdistan. Les mutilations sont là. Au Yémen. Donc, il faut considérer cela comme étant une pure, et est-ce que ça mérite d'ailleurs le mot pur, comme étant une vraie violation des droits humains des femmes et des filles. Et à ce titre, la lutte n'appartient plus à un pays, elle n'appartient plus à un continent, elle appartient à l'humanité. Et pour cela, avec le temps libre que j'ai, je suis content de voir que la parole se libère ici en France. C'est un peu tard. Nous avons toujours libéré la parole quand il s'agit de lutter contre les mutilations génitales féminines. Il faut le dire. Si ça ne se passait pas bien, je vous l'aurais dit. Mais c'est le lieu de féliciter la France. On ne le fait pas souvent. On n'entend pas souvent. D'avoir tenu le flambeau de la lutte contre les mutilations génitales féminines hors Afrique. D'avoir eu le courage de tenir le premier procès contre les mutilations génitales féminines, alors qu'on n'en faisait pas en Afrique. Ça, c'est une grande avancée, madame, et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer les autorités françaises à travers le Sénat français. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore, sur notre trajet, beaucoup à faire. Mais qu'est-ce que le comité interafricain a fait? Nous avons pris 5 axes stratégiques. Nous avons dit qu'il faut la sensibilisation, la sensibilisation, la sensibilisation, le plaidoyer, le plaidoyer, le plaidoyer. Ensuite, il faut la loi. S'il n'y a pas de loi, les mutilations génitales féminines ne finiront jamais nulle part. Puisque la fille qui est agressée, la fille qui est mutilée, elle est, comme Yeretou l'a dit tout à l'heure, elle est traînée par des parents, par des proches, par des collatéraux. Si ces collatéraux, après avoir tout entendu de nous, après avoir vu toutes les images atroces des conséquences des mutilations génitales féminines, si les parents et les collatéraux disent « nous avons tout compris, mais nous allons le faire »,
La seule arme que nous avons contre ses parents, la seule arme que nous avons contre ses collatéraux, c'est la loi. Donc, sans loi, pas de victoire contre les mutilations génitales féminines. Mais aussi, il faut qu'on prenne en charge les femmes qui ont déjà subi les mutilations génitales féminines. Parce que nous sommes dans toute prévention. On en parle, on prévient, mais celles qui l'ont déjà subi et qui ont des conséquences atroces, souvent ne peuvent pas trouver où se confier. Or, elles doivent se confier. C'est pour ça que je salue mon ami Foldes, Dr Foldes, mon confrère, pour le travail important qu'il est en train de faire. Mais au nom du comité interafricain, je voudrais dire que nous devons là aussi être prudents avec les mots. J'entends réparation, réparation, réparation. Les filles et les femmes qui ont subi les mutilations génitales féminines ne sont pas des vieilles voitures à réparer. Ce ne sont pas des vieilles voitures qu'on répare. On est en train de traiter les séquelles atroces des mutilations génitales féminines. Alors le mot réparation en lui-même diminue la femme, la jette au garage. Et si elle sait qu'elle doit être réparée comme une vieille voiture, elle n'aimerait même pas venir se présenter. Donc ces mots ont leur valeur. Alors vous avez demandé, puisque je n'ai que 10 minutes, il me reste 3 minutes, je vais finir tout de suite. Vous avez demandé au sujet des Nations Unies, qu'est-ce qu'on fait? Encore là, le comité interafricain est très heureux d'avoir tenu le flambeau des résolutions régionales et internationales. Ce que nous avons fait d'abord, puisque notre siège est à Addis Abeba, c'est d'aller à l'Union africaine et dire, voilà, cette lutte est la vôtre. Avant que l'on condamne les gens en France, en Norvège, aux États-Unis, c'est d'abord en Afrique qu'il faut montrer le chemin. Et les chefs d'État africains nous ont entendus. Non seulement ils ont adopté le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits des femmes, qui est un des documents les plus avancés dans le domaine de la protection des femmes. Puisque dans vos télévisions ici, c'est toujours la face noire de l'Afrique qu'on présente souvent. La famine, la guerre et tout. Mais ça, on a des documents. On a des textes qui ont été élaborés pour protéger les femmes. Ce texte existe. Mais nous, toujours sur proposition du comité interafricain, nous sommes allés plus loin. Nous avons demandé à l'Union africaine de présenter la résolution des Nations Unies contre les mutilations génitales féminines. Comme ça, nous aurons les lois nationales, les lois régionales et les lois internationales. Et le 20 décembre, après, je ne peux pas parler du processus que nous avons fait, on est arrivé à l'adoption de la résolution 67-146 qui interdit, qui punit les mutilations génitales au niveau international. Donc, nous avons tous les instruments dans les mains. Avant-hier, j'étais à Genève et je vais terminer par ça. Chaque année, presque, on renouvelle ces instruments pour les compléter. C'est une très bonne chose. Ce sont des textes. Mais les résolutions ne suffisent pas si elles ne sont pas appliquées. Il faut que ces résolutions sortent des tiroirs. Il faut que ces résolutions sortent du politiquement correct. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que c'est mauvais, c'est un très beau texte, mais il faut que ce soit contraignant. Et la proposition que j'ai faite, je la reprends ici, c'est que non seulement les textes, puisqu'on va les réviser très bientôt au niveau international, non seulement ces textes doivent être révisés, mais ces textes doivent être contraignants. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en 1984, on a dit, nous allons mettre fin aux mutilations génitales féminines. En 2000, nous nous sommes retrouvés avec 32 millions de filles excisées, Madame la Présidente. En 2000, nous avons sensibilisé les Nations Unies qui ont pris les objectifs du millénaire, parmi lesquels il y avait l'élimination des mutilations génitales. On s'est retrouvés en 2015, 15 ans après, 30 millions de filles ont été excisées. Et aux Nations Unies, on a dit objectif 2030, encore 15 autres années. Ça veut dire que 30 autres millions de filles vont être excisées. Je souhaite être là en 2030, mais je suis sûr que si on va comme ça, en 2030, on va dire encore 2045. Ça ne finira jamais. Donc, mesdames et messieurs, Madame la Présidente, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir les textes et les appliquer. Je vous en remercie.
qu'on prend... Laurence Rossignol souhaitait intervenir ou... Bonjour à tous. Étant donné la qualité des intervenants qui sont là autour de cette table, tout ce qui devait être dit l'a été. Et j'aimerais bien que ces personnalités nouvelles qui émergent et qui prennent en compte le féminisme intersectionnel s'engagent davantage dans la lutte contre les mutilations sexuelles. Elles ont une audience auprès de jeunes filles, auprès des familles. Elles portent quelque chose. Et je trouve on reste un peu seul. Et en fait, je suis un peu désolée de voir que c'est nous, les vieilles féministes blanches, pour reprendre un qualificatif qui m'est souvent reproché, même si vieille, c'est discutable. Ce sont nous, les vieilles féministes blanches, qui portons ce combat-là, alors qu'il y a des personnalités nouvelles qui peuvent s'engager et donc pas témoigner, mais avoir une véritable utilité féministe en France auprès des différentes populations qui existent et qui sont issues des pays qui pratiquent, dans lesquels il y a la transition. Et je les interpelle par votre intermédiaire, par celui de la salle. Okay, merci, chers collègues. Donc, je laisse peut-être Monsieur Kouyaté déjà répondre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie toutes celles qui ont réagi à ma communication. Nous sommes sur un terrain assez ouvert. Je voulais dire d'abord sur le terme mutilation sexuelle féminine et mutilation génitale féminine. On a pris tellement de temps à nous battre entre nous. Les Américains même disent pas sexuel, eux ils disent FGC, Female Genital Carrying. Eux, ils ne veulent même pas entendre le mot mutilation, ils ne veulent pas entendre le mot sexe. Donc on est resté en train de nous battre pendant 10 ans. Nos efforts, au lieu de les concentrer sur le terrain pour sauver des filles, nous les avons passés dans les amphithéâtres et dans les salles de conférence comme celle-là, à nous battre entre nous. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que les Nations Unies, qui regroupent le monde presque, ont délibéré, et je crois que la France fait partie des Nations Unies, et c'est d'ailleurs un membre du Conseil de sécurité, et la France a voté la résolution des Nations Unies qui appelle les mutilations génitales féminines. Et elle l'a accepté comme telle. Je ne pense pas qu'on puisse voter à New York mutilation génitale féminine et qu'on revienne à France pour dire nous sommes mutilation sexuelle. Mais c'est un faux débat. La France peut dire mutilation sexuelle féminine, pourvu que les forces vives de la France luttent contre les mutilations génitales féminines. Donc, on ne rentre pas dans le débat sémantique. Rentrons dans le débat actif de l'action. Ceci dit, votre question sur le Mali, oui, effectivement, il y a des régressions, mais vous avez pris le mauvais exemple, parce que le Mali n'a même pas de loi. Pour qu'on dise que... Il n'y a même pas de loi. Nous nous battons depuis 30 ans pour qu'il y ait une loi. D'accord. Mais, d'accord. Sur les mutilations génitales féminines, il n'y a pas de loi. Nous sommes en train de nous battre. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le Mali est un cas exceptionnel, franchement. Et comme nous sommes dans un niveau un peu... Je ne veux pas être là en tant qu'Africain pour dénoncer un pays. Après, ça va être un scandale diplomatique. Les gens ne verront pas que nous parlons de mutilation. C'est que, déjà, la situation qui se passe au Mali met en retard tous les secteurs. Un pays envahi par des fous forcenés qui viennent tuer les pauvres gens, les innocents, au nom d'une religion qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Mais c'est la pagaille dans tous les domaines. Donc il y a une régression. On coupe les mains des gens. On coupe les bras des gens. Mais c'est extrêmement grave. Donc il y a une régression à ce niveau-là. Mais je dois dire que ces cas de régression, quand vous prenez le Mali, sont quand même exceptionnels. Dans le domaine africain en général, il y a eu beaucoup d'avancées. Dans beaucoup de pays, comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée, comme l'Éthiopie, comme le Kenya, on a jugé des gens, comme ici en France, on les a mis en prison à cause des mutilations génitales, pour avoir fait les mutilations génitales féminines. Donc ça avance. 2 pays nous embêtaient, passez-moi l'expression, c'était la Gambie et le Mali. La Gambie a été résolue
parce que Yamé est parti. Dans les autres pays africains, vraiment, ça avance. Et cette année, nous avons d'ailleurs, en 2017, le président de la Guinée qui dirigeait l'Union africaine a fait des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants la priorité de l'Union africaine. Alors, la dernière chose que je voulais dire, c'est ce que vous avez dit, madame. On a besoin de nous lever ensemble pour lutter contre un phénomène qui est une violation des droits humains. Alors, le piège en France, c'est que, moi aussi, j'ai eu la formation en France, hein, c'est qu'on aime les discussions. On aime les discussions. On veut. Même quand on dit ici bonjour, l'autre dit mais il est quelle heure? Il est 9 heures, on devrait dire demi-bonjour. Donc il y a ça. Il y a ces discussions, c'est la France, ça. Et moi, ça me permet, je vous donne mon propre cas. J'ai eu une formation en Guinée, j'ai eu une formation en France, j'ai eu une formation aux États-Unis. Et je m'en sers, je me sers des trois. Quand il s'agit de discuter d'un problème, de l'analyser pour savoir toutes ses facettes, je fais ça en français. C'est vrai. Quand il s'agit de me faire un programme pour aller d'un point A à un point B dans le délai, je fais ça en anglais. Et quand il s'agit de prendre le contour sentimental, voir qu'est-ce que je fais ça dans ma langue. Donc ne vous offusquez pas, ça fait partie du jeu. Vous n'êtes pas des féministes vieilles, c'est les féministes qui nous ont sortis de tout ça, du tabou de ça. Sans elles, on ne serait pas là où on est. Soyez fiers d'avoir fait cela, madame. Je vous en prie. Merci. Merci, Monsieur Kouyaté, pour vos réponses. Et si on regarde les chiffres, j'imagine, d'il y a 10 ans en arrière, on n'était pas à 25% au Mali. Très, très sincèrement. On était plus proche des 50% que des 25%. Donc, grâce à la scolarisation, on ne répétera jamais assez que la scolarisation des filles... On a gagné la bataille du primaire. Il faut qu'on gagne la bataille du secondaire maintenant. Parce que c'est grâce à cette bataille du secondaire qu'on arrivera finalement à pouvoir les protéger encore en plus grand nombre. Diriatouba. Oui, en fait, c'est plutôt, je voulais apporter une réflexion par rapport aux journées de 6 février. Moi, j'aimerais que, après, c'est un rêve, que ce soit plutôt un mois de réflexion par rapport à l'excision, le mois de février, parce que je trouve que le combat, il avance, les colloques, c'est très bien, mais pour moi, il faut aller plus loin encore dans la lutte, en faisant des happenings. Les réseaux sociaux jouent un rôle très important parce que moi, j'ai beaucoup de sollicitations des jeunes filles d'origine africaine et nées grandies en France qui sont... Je fais la captation, mais je donne la parole à la salle, aux personnes qui souhaitent interpeller les participants de cette table ronde. Oui,